1905. La même année où l'État se sépare de l'Église, la mort sépare Marcel de sa mère Jeanne. La succession est réglée sans heurts avec son frère. Plus d'1 million de francs en héritage. Mais pour Marcel, l'argent n'efface pas le deuil. Il s'emmure dans la solitude. Lui qui a été si présent auprès de sa mère dans ces dernières années, pour l'assister, quitte à tourner le dos à ses ambitions professionnelles. Si sur le plan pécunier, les comptes ont été soldés, ce n'est pas le cas sur le plan affectif. Près de 3 ans après sa mort, il se sent enfin prêt à quérir cette créance auprès de la défunte. Alors, par la plume, il se fait nécromancien, griffonnant frénétiquement tous leurs souvenirs communs. Ses feuillets noircis par son écriture, la voilà sa créance, toute l'architecture de son œuvre, lancée dans sa quête à la recherche du temps perdu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, se voir reconnaître titulaire d'une créance pour l'aide et l'assistance sans faille apportée à l'un de ses parents dans les dernières années de sa vie. C'est précisément ce que la Cour d'appel de Douai avait accordé à l'une des défenderesses au pourvoi. Elle qui fit preuve d'une dévotion exceptionnelle envers sa mère jusqu'au décès de cette dernière. Néanmoins, 4 membres de sa fratrie ne l'ont pas entendu de cette oreille. S'ils ne contestent pas l'existence même de cette créance, ils soutiennent qu'elle serait désormais quasi intégralement prescrite. La question qui vous est posée est donc la suivante. La créance résultant de l'aide et l'assistance apportée par un enfant à ses parents qui excède les exigences de la piété filiale est-elle immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, en sorte que la prescription de l'action qui tend à son paiement peut courir du vivant de ces derniers? Vous répondrez par la négative. Depuis que votre jurisprudence l'a consacrée, dans un arrêt de 1994, la créance d'assistance n'a cessé de susciter débats et interrogations. Au vu des incertitudes juridiques qui l'entourent, le Congrès des notaires a même appelé par 2 fois à la reconnaître sur le plan législatif. Si cet appel n'a pas été entendu par le législateur, il résonne aujourd'hui dans cette salle, parce que l'arrêt que vous rendrez éclairera d'une pleine lumière l'une des dimensions essentielles de cette notion, sa prescription. La clé de la prescription est de déterminer la date à compter de laquelle il est possible d'exiger cette créance. Au fond, qu'est-on en droit d'exiger? La réponse est double. On ne peut exiger une chose que si l'on est en mesure de la nommer avec précision, de la qualifier, mais aussi de l'évaluer avec la même précision, de la quantifier. Ainsi, établir une créance d'assistance revient à qualifier une dévotion qui est telle qu'elle nécessite ensuite de quantifier son indemnisation. Il vous faudra donc examiner successivement, qualifier la dévotion d'une part, quantifier l'indemnisation d'autre part. Qualifier la dévotion. La ville de Combray, dans laquelle se trouve la maison de famille du narrateur de La Recherche, se partage entre 2 côtés. Du côté de chez Swann, la bourgeoisie lettrée, du côté de Guermantes, l'aristocratie mondaine. Votre jurisprudence pose également que la dévotion, à l'œuvre dans la créance d'assistance, peut être appréhendée de 2 côtés. Du côté du droit des successions, où elle est une charge successorale, du côté du quasi-contrat, où elle se fonde sur l'enrichissement injustifié. Pour parvenir à saisir cette double nature juridique de la créance d'assistance, empruntons donc le chemin tracé par les titres des 2 premiers volumes de l'œuvre de Proust. Du côté de la succession, d'abord, à l'ombre du quasi-contrat, ensuite. Du côté de la succession, entrevoir la mort comme une source de fécondité. Les œuvres composées par Ovide poursuivent cet oxymore. À leur décès, ces personnages se métamorphosent. Leur enveloppe humaine périt au profit d'une forme nouvelle, animale ou végétale. Le lien entre les poèmes d'Ovide et le droit des successions est à chercher du côté du passif successoral du défunt. Ce passif se scinde en 2 compartiments. D'un côté, les dettes du défunt, apparues de son vivant et transmises à ses héritiers. De l'autre, les charges de la succession, qui ne naissent quant à elles qu'au moment de son décès.
Dans lequel de ces deux compartiments la créance d'assistance se range-t-elle? L'enjeu de cette interrogation est de taille. Citons à cet égard le rapport établi par Madame la conseillère référendaire dans le cadre de la présente affaire. La créance d'assistance constitue-t-elle une créance détenue sur le défunt, auquel cas le point de départ de la prescription de l'action en paiement se situe au jour de la prestation réalisée, ou bien une charge de la succession qui n'est exigible qu'à compter du décès? Cette question, vous l'avez tranchée à l'occasion du deuxième arrêt que vous avez rendu portant sur la créance d'assistance le 5 janvier 1999. Dans cet arrêt, la créance d'assistance est à de multiples reprises qualifiée de charge, et il va même jusqu'à être affirmé que le défendeur au pourvoi pouvait prétendre à une indemnité compensatrice à la charge de la succession. La créance d'assistance est donc une charge successorale. Ainsi, elle est semblable en tout point aux métamorphoses d'Ovide. Parce qu'elle est une forme nouvelle qui naît d'un décès, elle ne se prescrit qu'à compter de cette date. Elle est ce rossignol en lequel se métamorphose Philomèle, qui vient voler jusqu'aux fenêtres de cette salle. Elle est ce chêne en lequel se métamorphose Philémon, à l'ombre duquel il conviendra à présent de se pencher sur le second aspect de sa nature juridique, le quasi-contrat. À l'ombre du quasi-contrat. Y a-t-il une seule et unique manière d'exprimer son amour? Dans la Grèce antique, l'amour ne pouvait être que polysémique. C'est la raison pour laquelle le grec ancien postulait 4 termes différents pour énoncer ce même sentiment. Bien nommer les choses pour éviter d'ajouter au malheur du monde. C'est ce que vous avez fait, en retenant que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui ne profite pas là d'une mansuétude, mais doit indemniser celui qui s'en trouve appauvri. Ainsi, vous avez créé le quasi-contrat, qui est l'enrichissement sans cause. Cet enrichissement injustifié constitue le fondement de la créance d'assistance. Tel est le principe que vous avez constamment rappelé depuis votre arrêt fondateur en la matière du 12 juillet 1994. Parce que la créance d'assistance implique donc une action en paiement de nature mobilière, sa prescription est régie par l'article 2224 du Code civil, qui dispose que de telles actions se prescrivent, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, concernant la créance d'assistance, à partir de quand l'enfant aidant est-il conscient que l'assistance apportée à son parent dépasse les exigences de la piété filiale? Reportons-nous aux 4 degrés de l'amour de la Grèce antique. Laissons de côté les 2 premières strates, l'éros, inapproprié en ces lieux, et la philia, l'affection amicale, pour nous focaliser sur ces 2 derniers échelons, qui trouvent une traduction juridique immédiate. D'une part, la storgé, soit l'amour familial que la piété filiale. D'autre part, l'agapé, soit l'amour inconditionnel qu'est l'aide exceptionnelle qui fonde la créance d'assistance. La frontière entre storgé et agapé est ténue. Pris dans le tourbillon de l'aide à prodiguer, l'enfant sera bien en peine de qualifier sa dévotion. Ce n'est que quand l'amour arrive à son terme qu'il pourra le nommer avec acuité. Ce terme, c'est le décès du parent aidé. L'enfant réalise alors que l'assistance apportée relevait de l'agapé et non de la storgé. Et de ce fait, le délai de prescription de la créance d'assistance peut débuter. L'estomac est au fond plus sensible à la quantité qu'à la qualité. Cette assertion, assénée par la duchesse de Guermantes dans le 3e volume de La Recherche, peut aussi s'appliquer à la créance d'assistance. Car pour bien appréhender les contours de sa prescription, il ne suffit pas de s'en tenir à sa nature juridique, à sa qualité. Il faut également se pencher sur la fixation de son indemnisation, sur sa quantité. Quantifier l'indemnisation. Albertine a disparu. Sans l'avertir, la bien-aimée du narrateur de La Recherche a fui leur domicile. Quelques semaines plus tard, elle décédera dans un accident. Pourtant, le jour du drame, 2 lettres d'Albertine étaient parvenues au narrateur dans lesquelles elle exprimait le désir de revenir vivre auprès de lui. À l'instar des lettres d'Albertine, le quantum de la créance d'assistance demeure disparu ante mortem, avant la mort du parent aidé. Ce n'est que post-mortem qu'il est retrouvé, une fois le parent décédé. Pour appréhender la détermination de la créance d'assistance et ses répercussions sur le cours de sa prescription, suivons donc l'itinéraire balisé par les titres des 2 derniers volumes de l'œuvre de Proust. Le quantum disparu d'abord,
Le quantum retrouvé, ensuite. Le quantum disparu. La science du quantum par excellence, c'est la physique quantique. Elle qui mesure la quantité d'énergie présente dans les particules élémentaires. Pour illustrer son mécanisme, le physicien Erwin Schrödinger avait imaginé l'expérience suivante. Un chat est enfermé dans une boîte opaque, dans laquelle est présent un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, il activera une fiole de poison, entraînant le décès du félin. Tant que la boîte reste fermée, on ne peut quantifier l'expérience, ni savoir si l'atome s'est ou non désintégré, ni si le chat est vivant ou mort. Il en va de même pour la créance d'assistance. Tant que le parent aidé est en vie, la quantification de la créance est couverte par l'opacité. À cet égard, votre jurisprudence retient que le point de départ de la prescription d'une créance se situe à la date à laquelle cette créance devient exigible et liquide, c'est-à-dire au jour où l'ensemble des éléments nécessaires à son calcul peuvent être déterminés. Quels éléments faut-il prendre en compte pour procéder au calcul de la créance d'assistance? Ils sont tous désignés par l'article 1303 du Code civil, qui dispose que l'indemnité due en cas d'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs, de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Par conséquent, la créance d'assistance est fixée à la plus faible des deux sommes constituées, d'une part par l'enrichissement du parent aidé, d'autre part par l'appauvrissement de l'enfant aidant. Or, ces deux sommes ne peuvent être déterminées avec précision qu'à la date à laquelle il est certain que l'aide constitutive de la créance d'assistance cessera. Cette date ne peut que correspondre au décès de l'ascendant. Parce que c'est donc le décès du parent qui rend la créance d'assistance liquide et exigible, c'est à compter de cette date que court la prescription de la créance. Ainsi, une fois l'ascendant décédé, la boîte de Schrödinger s'ouvre, le quantum de la créance d'assistance est retrouvé, et c'est à présent que son évaluation post-mortem peut commencer. Le quantum retrouvé. Point de louange, point d'héritage. Telle est la manigance à laquelle se livre le roi Lear de Shakespeare auprès de ses trois filles. Elles doivent lui proclamer publiquement un amour infaillible, en échange de quoi il leur lèguera une partie de son royaume. Afin d'éviter toute basse manœuvre analogue de chantage affectif dans la quantification de la créance d'assistance, il est nécessaire qu'un tiers à la famille puisse intervenir, afin de l'évaluer avec impartialité, et ce, à titre post-mortem. C'est en ce sens que vous avez procédé, en retenant que ce sont les juridictions du fond qui disposent de la compétence pour déterminer souverainement le montant de l'indemnisation de la créance d'assistance. Les juges du fond ne peuvent donc établir le quantum de cette créance qu'en fonction du cas d'espèce qui leur est soumis. Ce principe a été exprimé en une prose poétique dans un rapport présenté par le mouvement du jeune notariat. Concernant l'évaluation de la créance d'assistance, je cite « Nous pénétrons ici dans les alcôves des familles, là où les non-dits et les vécus sont davantage les maîtres du jeu que les bouliers mathématiques ou autres savants barèmes. Ainsi, les juges du fond ne peuvent pas fixer de manière forfaitaire la créance d'assistance, à rebours de ce qui est prévu dans le Code rural pour la créance de salaires différés. Car contrairement aux créances successives qui se prescrivent de manière régulière à compter de la date de leur échéance, la créance d'assistance ne dispose en rien d'une telle fixité. La dévotion de l'enfant n'a ni la périodicité d'un salaire ni celle d'un loyer. Elle varie sans cesse pour s'adapter au mieux aux besoins des vieux jours de leurs parents, jusqu'au jour dernier où, dans le silence mortuaire, seul un bruit résonnera, celui de la pendule de la prescription. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève la fresque proustienne de la recherche. Le narrateur se décide enfin à poursuivre la vocation qui bruissait en lui durant toute l'œuvre, devenir écrivain. Affirmer haut et fort ce qui auparavant n'était que latent, tacite, implicite. Il en va de même pour la créance d'assistance. Vous affirmerez dans votre décision le principe qui émane de toute votre jurisprudence depuis que vous avez consacré cette créance. Le délai de prescription de la créance d'assistance ne court qu'à compter du décès du parent aidé. Alors, pour éviter de commettre une non-assistance à créance en danger, vous rejetterez